Bonjour, bienvenue à Histoire de passer le temps. Pour la saison estivale, nous vous proposons d'écouter les différents panels du colloque Jean-Marie Fecteau, édition 2021. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. Donc, bonjour à tous. On va commencer maintenant. Bienvenue à la table ronde sur la multidisciplinarité en histoire du colloque Jean-Marie Fecteau, édition 2021. Je cède maintenant la parole à Véronique Lacroix, qui est candidate au doctorat en histoire de l'art à l'UQAM. Oui, merci Jonathan. Donc, encore une fois, merci à tous d'être là pour cette table ronde sur la multidisciplinarité. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter nos trois invités qui ont eu la gentillesse de bien vouloir être des nôtres ce soir pour discuter du sujet proposé. Alors, nous avons avec nous Madame Valérie Angenot, Monsieur Yves Gingras et Madame Marie-Claude Tifo. Donc, avant de débuter officiellement la discussion, j'inviterai nos invités à se présenter brièvement, puis à nous introduire en quelques mots leurs intérêts et leurs projets de recherche. Donc, Valérie, je ne sais pas si vous voulez commencer. Oui, bonjour, volontiers. Donc, moi, c'est Valérie Angenot. Je suis professeure au département d'histoire de l'art à l'UQAM depuis pas très longtemps. Ça fait 3 ans maintenant. Et puis, j'ai été engagée dans ce département, non pas comme égyptologue, ou pas que en tout cas. J'ai été engagée comme sémioticienne parce qu'on voulait une historienne de l'art qui ait une orientation sémiotique, ce qui était mon cas. Et par ailleurs, il s'est trouvé qu'au département d'histoire de l'art, les spécialisations de mes collègues commençaient aux alentours de l'an 1000 avec le Moyen-Âge et la Renaissance. Et donc, ils étaient très contents d'avoir une spécialiste de l'Antiquité avec eux. Donc, ça a été la raison pour laquelle j'ai été engagée. Et donc, oui, je commence déjà parce que j'ai été engagée à l'UQAM grâce à la pluridisciplinarité de mon curriculum. Si je dois parler brièvement d'un projet, là j'ai un projet sur lequel Véronique va travailler notamment, puisqu'elle sera ma doctorante à partir de la prochaine session. J'ai un projet en eye tracking, en oculométrie, donc pour essayer d'effectuer une approche sémiotique de la réception des images égyptiennes. Alors c'est compliqué quand on le fait évidemment avec des modernes, alors que idéalement on aimerait tester les images égyptiennes sur des Égyptiens, mais je travaille aussi en collaboration avec des cognitivistes, des spécialistes de la cognition et de l'acte de lecture. Donc avec ça, on va essayer un tout petit peu de transformer des témoins modernes en égyptiens un petit peu et essayer d'étudier comment fonctionne la réception des images. Donc là, ça c'est vraiment le gros projet dont je parlerai plus tard aussi. Merci beaucoup. Monsieur Gingras, est-ce que vous voulez poursuivre? Oui. Mon nom est Yves Gingras, je suis professeur au département d'histoire. Et j'imagine qu'on peut être invité parce que je me définis comme historien et sociologue des sciences. J'étais professeur d'ailleurs au département de sociologie avant de passer au département d'histoire, mais moi, j'ai continué à faire la même chose. Donc, les disciplines sont des divisions institutionnelles. On a des départements, donc il faut mettre un nom dessus, département d'histoire de l'art, département d'archéologie, département de sociologie, département de Sciences Po, mais on peut se demander quel est au fond le contenu de ces disciplines-là. Et donc, quand on parle de multidisciplinarité, je pense qu'il est utile de penser à deux choses distinctes. La formation multidisciplinaire, on vient de le voir, on peut avoir une formation en égyptologie, une formation d'historien, une formation de sémioticien, une formation d'historien de l'art, d'historienne de l'art. Dans mon cas, moi, j'ai une formation de physicien et d'une formation aussi multidisciplinaire qui s'appelait Histoire et sociopolitique des sciences. Donc, c'est un diplôme très spécifique qui est inséparablement historique, sociologique et philosophique. Donc, je fais de la philosophie des sciences, j'ai des articles dans des revues de philosophie des sciences. Donc, les disciplines ont toujours des revues disciplinaires et quand on est multidisciplinaire, bien souvent, on est dans 3 mondes et les gens ne savent pas qu'on est dans l'autre monde. Parce qu'ils nous connaissent comme historiens, ils ne savent pas que je suis dans des revues de sociologie, je dirige des comités éditoriaux de revues de sociologie, et bon, ils ne savent pas que je suis historien. Donc, c'est toujours le problème. L'autre niveau qui est intéressant pour nous aussi, c'est la collaboration multidisciplinaire. Et je pensais à un exemple que je trouve extraordinaire pour nous, les historiens, c'est qu'il y a un livre qui s'appelle
codex d'Archimède, qui est génial parce qu'il montre que pour décoder un vieux texte qui est un palimpseste qu'on a découvert, dans lequel il y avait les traces d'un vieux document d'Archimède réécrit par des moines du 13e siècle, pour être capable de lire ça, il a fallu collaborer avec des physiciens qui disaient, ben nous, on a des accélérateurs de particules et on peut exciter les molécules de l'écriture qui reste, donc il y a un peu de fer, il y a un peu de métaux, puis par fluorescence, on va rendre visibles des lettres absolument invisibles à l'œil nu. Mais là, c'est une véritable collaboration multidisciplinaire, c'est qu'il faut aller chercher, un peu comme tu disais tantôt, Valérie, on peut aller voir un gars qui est en sciences cognitives ou une femme en sciences cognitives, qui, elle, va arriver avec des appareils que nous, on n'a pas, mais qu'eux vont nous donner. Il y a ces deux niveaux. Il y a nous qui peuvent avoir une formation, qui devons, à mon avis, d'ailleurs, une formation très large. Parce que même quand on fait de l'histoire, comme je dis toujours avec Kant, la sociologie sans l'histoire, c'est vide, mais l'histoire sans sociologie, c'est aveugle aussi. On peut pas séparer l'histoire de la sociologie. Je ne sais pas comment on est capable de faire ça. Donc c'est un peu mon approche de la multidisciplinarité. On y reviendra. Merci beaucoup. Alors, Madame Tifo, je ne sais pas si vous voulez fermer le bal sur la présentation. Oui, avec plaisir sur cette belle lancée. Alors, moi, je n'ai pas une formation multidisciplinaire, mais j'ai une pratique professionnelle multidisciplinaire. Alors, je travaillais comme infirmière alors que j'ai commencé mes études en histoire à l'UQAM, au bac et à la maîtrise. Et j'ai poursuivi au doctorat. Alors, tout ça en histoire, en m'intéressant à l'asile, anciennement l'asile, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, où j'ai travaillé dans les archives de cet hôpital-là. J'ai travaillé dans les dossiers médicaux. Alors, un document que je connaissais en tant que professionnelle de la santé parce que je l'utilisais comme infirmière, mais mes recherches, bien entendu, me permettaient de découvrir l'évolution de ce document-là et comment, dans les premières années, dès l'ouverture de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, comment ces documents-là étaient utilisés et comment ils nous permettaient de documenter la réalité, les journées des patients là, qui étaient internés. Alors, j'ai travaillé dans ces archives-là. Maintenant, ça fait presque 20 ans. Le temps passe vite. Et mon doctorat portait sur l'enfermement asilaire des femmes à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Suite à cette thèse qui a été soutenue, j'ai été engagée dans un département d'histoire dans la petite université de Hearst dans le nord de l'Ontario, où j'ai été invitée à enseigner comme historienne à des étudiants inscrits dans un programme en histoire. Et j'avais vraiment l'impression que, j'enseignais avec cette idée que les étudiants avaient des intérêts, peut-être même des visées carriéristes de travailler comme historien. Alors, suite à ça, j'ai déménagé à Ottawa pour être engagée à l'Université d'Ottawa, à l'École des sciences infirmières. Alors, le fait que j'étais infirmière et que j'avais un diplôme en histoire m'a permis d'être engagée dans cette école-là où il y a une unité de recherche sur l'histoire du nursing qui était composée d'infirmières qui avaient étudié en histoire, surtout des anglophones, et ils étaient à la recherche d'une francophone infirmière historienne. Alors, bien que les gens autour de moi me disaient probablement que je ne me trouverais jamais un emploi, j'ai trouvé un emploi, puis entre vous et moi, je pense que c'est un bel emploi, pratiquement un emploi de rêve. Alors moi, mon travail, c'est d'historienne, il n'y a pas tellement de différence, mais je dois travailler dans l'interdisciplinarité. Alors, je sais que vous avez réfléchi au sujet et vous allez de l'avant avec la multidisciplinarité, mais mon expérience est davantage celle de l'interdisciplinarité, où dans mes cours, j'enseigne plus à des étudiants qui veulent devenir historiens, mais j'enseigne à des étudiantes qui veulent devenir des infirmières ou des étudiantes qui sont déjà des infirmières et qui s'intéressent à l'histoire pour développer des connaissances dans le domaine des sciences infirmières. Alors, j'ouvre la porte comme ça, puis je pourrai revenir avec plus de détails sur cette expérience interdisciplinaire.
Oui, donc, ben, merci beaucoup pour vos présentations. Donc, je propose alors de commencer sans plus tarder la discussion. On a déjà commencé à gratter la surface, si on veut, du sujet avec justement vos présentations, mais j'aimerais peut-être approfondir un petit peu avec vous sur qu'est-ce que c'est la multidisciplinarité pour vous. Puis, comment est-ce que vous êtes venu à l'employer dans vos recherches? Donc, est-ce que vous employez la multidisciplinarité dans vos recherches ou vous préférez parler d'interdisciplinarité ou donc d'un autre terme? Donc, Bon, je peux peut-être lancer l'affaire. Je vais le faire de façon réflexive et sociologique pour faire des distinctions et non pas débattre sur qu'est-ce qui est l'essence des mots, l'interdisciplinarité. Et donc, j'ai fait une étude empirique dans un laboratoire français sur ces questions-là. Et on a fait un texte qui est paru dans Actes de la recherche en sciences sociales, entre autres. Et on s'aperçoit que quand on analyse l'usage de interdisciplinarité, multidisciplinarité, même transdisciplinarité, qui, comme je dis toujours en blague, je laisse la transdisciplinarité à ceux qui aiment entrer en transe, parce que c'est d'une généralité abstraite. Quand on regarde les trois termes, on s'aperçoit, à mon avis, quand on analyse, qu'au fond, la distinction qu'on fait entre multi, inter et trans, c'est une distinction morale. Parce qu'au fond, quand on dit multi, on dit, ouais, là, c'est la juxtaposition, donc, wow, c'est facile. Inter, oui, là, on échange entre les disciplines, c'est le fun. Trans, ben là, c'est du Edgar Morin, et on fait n'importe quoi parce que tout est dans tout. Okay? De sorte qu'en pratique, c'est pas mesurable, cette affaire-là. Ce qu'on voit, c'est que ce que les gens appellent de façon différente, en pratique, ils font toutes sortes de choses dont le choix du mot n'est pas important. Donc, moi, je dis multi, je peux dire inter, ça n'a aucune importance. La réalité, c'est de mettre ensemble des choses qui institutionnellement sont séparées. Par exemple, moi, je travaille actuellement sur Galilée, et il y a des millions de choses qui ont été écrites sur Galilée, OK? Puis là, moi, j'ai dit à un des grands experts mondiaux de Galilée, j'ai une idée, il me semble qu'il y a une nouvelle, mais c'est toi le grand expert. Ils disent, on va analyser les réseaux sociaux des ambassadeurs de Galilée, puis tout ça. Ah, du temps, c'est génial. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, en sociologie, c'est banal. C'est une méthode de base d'analyse des réseaux. Mais les historiens, souvent, ils ont lu les lettres du 16e siècle, mais ils n'ont pas pensé à faire des réseaux avec ça. Donc là, tu as un emprunt à la sociologie des réseaux. Tu calcules la centralité, la densité des réseaux. Tu as vraiment le réseau d'une communauté scientifique. Alors que les historiens parlent de communauté scientifique depuis au moins 50 ans, mais ils n'ont pas vu qu'à côté, il y a des sociologues qui ont des méthodes quantitatives d'analyse de réseau. Là, c'est plus usuel, on le fait plus souvent. Donc, moi, c'est plutôt ça, c'est de dire, selon la question, quel coffre d'outils tu dois ouvrir. Et s'il faut, par exemple, si tu fais une biographie, puis tu fais de la psychopop, ben, je pense pas que c'est une bonne idée. Tu sais, il y a peut-être la psychanalyse est peut-être utile, il y a des disciplines qui vont nous éclairer sur si votre individu est un psychopathe. Il y a des déterminations si c'est un psychopathe ou non. C'est pas juste intuitif, la psycho à Saint-Saëns que j'appelle. Donc, moi, ce qui compte, c'est dis-moi la question que tu poses, puis je veux dire qu'est-ce qu'il te faut. S'il te faut de la physique, hein, c'est peu probable, mais c'est de plus en plus le cas en archéologie, parce qu'on ne peut pas toujours creuser. Vous savez qu'il y a des satellites qui nous permettent de voir la densité et de reconnaître des villes dans des déserts, ce qu'on n'était pas capable il y a 50 ans. Donc, pour moi, c'est toujours de dire quels sont les outils dont j'ai besoin. Quand je fais de communauté scientifique, j'ai besoin d'outils sociologiques. Parce que c'est une communauté, il y a des normes sociales. Et je pense que si on veut faire un travail qui est professionnel, qui est scientifique, il faut les bons outils et non pas réinventer la roue, comme on a peut-être tendance en histoire. D'ailleurs, je termine avec ça, il y a un vieux, j'ai sorti le vieux livre, l'histoire et ses méthodes, qui a 1800 pages, c'est encore utile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, on disait les sciences auxiliaires de l'histoire. Donc, au lieu de, hein, on disait et j'ai fait la liste, vous aviez l'archéologie, l'ethnologie, la philologie, l'épigraphie, la papyrologie, la cryptographie, la diplomatique, l'onomastique, les collectionneurs de thèmes, mais des fois, ça peut être utile pour savoir ce qui s'est passé, la généalogie et l'héraldique. Ils appellent ça les sciences auxiliaires de l'histoire. C'est un vieux terme un peu vieux. Au fond, c'est-à-dire, on va travailler ensemble multidisciplinaire. Moi, j'ai une vision pragmatique et pas
conceptuelle. Alors, trouvons le vrai sens. J'ai lu énormément là-dessus. Il y a un dictionnaire, il y a The Oxford Dictionary of Interdisciplinarity, the Oxford Handbook of Interdisciplinarity. Tu lis ça, il cherche l'essence des mots. Il n'y a pas d'essence dans les mots. Il y a des pratiques qu'on nomme de façon différente selon que le mot absolu, là, ça c'est du substantialisme auquel je ne crois pas. Moi, je suis pragmatique. Je vais peut-être Voilà. rebondir là-dessus. Il y a un mot qui a été dit, enfin tout ce qui a suivi était évident aussi. Vous avez dit que il s'agissait de mettre ensemble ce qui était institutionnellement séparé. Et effectivement, bon, d'un point de vue sémiotique, on voit que on va cloisonner, on va créer des taxonomies qui sont pas toujours pertinentes. Donc ça c'est le démon de l'être humain, c'est de tout classer. Les Égyptiens en premier lieu, puisqu'ils classaient même leurs mots, enfin ils classaient tout dans des catégories taxinomiques, et on l'a fait à l'université, on l'a fait dans nos disciplines, et ces cloisonnements n'ont pas nécessairement beaucoup de sens, comme on le voit, toutes les disciplines connexes à l'histoire, ça fait partie de l'histoire, et puis même comment peut-on faire de l'égyptologie sans faire à la fois de l'histoire de l'art, de l'histoire des religions, de la linguistique, je veux dire, c'est des cloisonnements qui sont artificiels, et on est en train d'abattre les murs en quelque sorte, d'aller rechercher tout ce qui devrait théoriquement être mis dans la même boîte avec ce terme d'interdisciplinarité ou de pluridisciplinarité. Donc, pour moi, ma réponse, si je devais répondre à la question de Véronique, qu'est-ce que c'est que la multidisciplinarité? Pour moi, c'est une évidence. Voilà, c'est une réponse, c'est pas une réponse très détaillée, mais pour moi c'est une évidence. On décloisonne nos catégories taxinomiques qui sont somme toute artificielles, et puis ça fait beaucoup de sens, je pense, dans toutes les disciplines. Même si c'est un spoiler pour la suite des questions, là pour moi c'est évident que oui, ça s'appliquera potentiellement à toutes les périodes et à tous les sujets. Donc, en fait, si je comprends bien, la multidisciplinarité, ou bon, peu importe le terme qu'on utilise, ça devient un peu un prérequis, donc quelque chose qu'on doit utiliser dans nos recherches, si je comprends bien. En tout cas, qui est préférable d'utiliser. En fonction de vos besoins, ça peut arriver, par exemple, ça peut arriver qu'il y a des auteurs qui creusent une chose très précise, qui fait que, par hasard, par la définition de leur objet, très limité, et peut-être pas obligé d'aller chercher 48 000 affaires. Mais quand on prend la discipline au complet, comme Valérie vient de le dire, c'est sûr que c'était égyptologue. Il y a de la géographie, parce qu'il faudra peut-être savoir où ces gens-là sont. C'est l'art, parce qu'au fond, il y a plein de représentations qu'il faut interpréter sur le plan sémiotique. Donc, ça dépend des objets, je pense. Ça peut arriver qu'il y a des choses assez pointues que, bon, à moins de croire à l'histoire totale, hein? Il y a tout le courant de l'histoire totale. Si on fait l'histoire totale d'un objet, il n'y a pas grand monde qui font l'histoire totale des choses, à moins de vouloir écrire 6000 pages, là, mais il n'y a pas un choix de les lire. Donc, encore une fois, ça dépend de chaque cas. Il y a des cas où, effectivement, c'est large. D'autres où je lis, puis je dis, bon, c'est assez traditionnel, mais ça m'éclaire sur le rôle de cet individu-là, à cette époque-là, dans cet espace-là. Encore une fois, ce n'est pas une règle. L'erreur, et d'ailleurs, le scientifique en chef, à mon avis, chez le débat que j'ai eu avec lui, a fait un peu cette erreur-là. Le scientifique en chef au Québec fait la promotion urbi et orbi de l'intersectorialité. Donc, toutes les disciplines parlaient avec tout le monde. C'est mettre les choses à l'envers. Si tu veux construire dans un réacteur nucléaire, tu n'as pas besoin de sociologue. Si tu veux que ton réacteur nucléaire soit accepté à Trois-Rivières, tu es bien d'avoir un sociologue là, parce que tu vas avoir du trouble. Donc, c'est quoi la question? Si tu construis des réacteurs, 3 ingénieurs, c'est réglé. Mais veux-tu qu'il soit accepté par le monde? Puis veux-tu du monde qui t'écrive de la rhétorique qui va dire que c'est beau, ça pousse d'un fleur? Donc, dire il faut faire l'interdisciplinarité comme le scientifique en chef le dit, je lui dis, mais pourquoi faire l'interdisciplinarité si on n'a pas besoin de ça? Comment on va savoir si on a besoin? Dites-moi la question que vous posez, puis je vous dirai s'il nous faut une infirmière, une sociologue de la santé, un politologue des politiques de la santé, etc. C'est pour ça que je compte les grandes théories comme le scientifique en chef. Plus on va être interdisciplinaire, meilleur on va être. J'ai dit ça, c'est une hypothèse. C'est pas sûr que c'est vrai. C'est empirique, on verra. Marie-Claude, je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Oui, avec plaisir.
Alors, il y a peut-être une différence à faire lorsqu'on s'intéresse à un projet de recherche. Est-ce qu'on a besoin du sociologue, de l'historien ou de l'infirmière pour bien mener à terme un projet bien précis? Ça, c'est une chose. Il y a la réalité où chacune des disciplines a son petit manuel, finalement, ses approches, ses façons de travailler, et c'est très intéressant d'aller finalement voir comment ça se passe dans les autres disciplines et comment une approche en sociologie peut être utilisée par une historienne, puis que là, bien, ça nous permet d'avoir une paire de lunettes qui nous amène à voir notre sujet d'une façon différente, d'un nouvel angle qui apporte beaucoup à la réflexion sur le projet de recherche. Quand je parlais d'interdisciplinarité, c'est que en tant qu'infirmière et historienne, ben, j'ai les pieds dans les deux disciplines. Alors, j'ai comme un peu pas le choix de m'adapter, soit de faire accepter mes approches historiennes. Moi, je travaille surtout sur la micro-histoire. Comment vendre cette approche-là aux infirmières pour dire que oui, ça participe au développement des connaissances en sciences infirmières. Et d'un autre côté, comment avec mes collègues historiens, je peux faire valoir une recherche menée par une infirmière qui s'est intéressée à un volet historique. Même si elle n'est pas historienne, elle contribue au développement des connaissances. Merci. Donc, je sais qu'on a les questions à la fin, mais j'ai Mélissa Benjamin qui pose une question qui, je trouve, serait vraiment pertinente d'aborder maintenant. Donc, elle nous demande, il semble souvent difficile pour les étudiants de deuxième cycle de faire accepter des sujets multidisciplinaires dans leurs départements respectifs. Ne devrait-on pas plutôt le promouvoir? Qu'en pensez-vous? Je peux donner des exemples concrets de ça, et c'est une question très importante parce qu'il faut qu'on parle des obstacles. Dans notre article, on avait une section sur les obstacles à l'interdisciplinarité. Dit, c'est beau à tarte aux pommes, mais si on n'a pas les outils pour la faire, ça ne sert à rien de dire que tout le monde est gentil. Là. Et donc, il y avait des véritables obstacles. Et ce que vous venez de dire là est un très bel exemple. Moi, j'étais professeur au département de sociologie. Puis là, des gens disent « Ah, ton affaire, il me semble que c'est plus historien. » Mais depuis que je suis au département d'histoire, on dit « Ah, j'ai un gros, c'est pas mal sa sociologie, son affaire. » Quand tu fais une thèse où moi, j'impose une problématique, il faut qu'il y ait une problématique sociologique, c'est pas juste de décrire que le gars traverse la rue sur la lumière rouge, là, il faut savoir pourquoi, dans quel contexte, c'est quoi la contrainte structurelle, c'est quoi les obstacles. Fait que c'est toujours difficile. Là, t'en as qui va tirer plus. Ah, c'est trop descriptif. Là, c'est là que vous dites, c'est pas assez analytique. Ah, c'est pas assez analytique. Là, il veut des gros concepts avec des gros sabots. Puis l'autre va dire, ben là, des gros concepts, ça sert à rien, décris-nous l'affaire. On est pris avec ça. Ça fait partie de la tension essentielle partout. Quand on regarde la réalité comme sociologue, j'ai observé ces gens-là. Il y en a, c'est des biologistes avec des sociologues, d'autres, c'est des scientifiques entre eux. Ils n'ont pas les mêmes critères. Par exemple, moi, je siège sur la revue française de sociologie. Donc, j'évalue à chaque mois des articles. Et comme je suis un peu plus socio-historien, sociologue, mais avec du contenu historique, moi, je suis plus ouvert qu'il m'a décrit structurellement une chose qui est correcte. Ça manque de théorie. Comment la théorie? Il n'y a pas à mettre de théorie là-dedans. On a compris que c'est sociologique, mais pas qu'une théorie des gros mots capital, champ, des mots à sabot qui sont supposément théoriques. Donc, il faut être conscient de ça. Quand les étudiants viennent dans un programme qui est interdisciplinaire, dans lequel je suis aussi en plus d'histoire, qui est sciences, technologie et société, le programme a été créé justement parce que les départements étant, malgré ce qu'on dit, assez traditionnels, on a créé un programme interdisciplinaire. Et là, on fait un mélange où la thèse est à la fois historique, sociologique et philosophique. Il n'y a pas un ingrédient. On va se garder, là, on doit expliquer un concept ici, mais il y a des conséquences sociales, puis il y a un débat social sur le concept. C'est-tu l'histoire, la sociologie ou la philo? Ben, c'est les trois. Et ça donne un article dans une revue de philosophie des sciences, ou un article dans une revue d'histoire, ou un article dans une revue de sociaux. Mais dans les départements, il faut des gens ouverts d'esprit qui vont accepter d'être sur le comité en disant « OK, il y a plus de sociaux que moi j'en fais, mais je comprends, puis je ne demanderai pas. » là. Moi, ça fait 30 ans que je vis là-dedans, puis c'est toujours ça. C'est une tension essentielle qui est inévitable parce que, quoi qu'on dise, les départements, ça a 150 ans, c'est bétonné, c'est ça qui se reproduit. Donc, bien qu'on veuille rêver, puis c'est très bien là, de dire « Ah oui, on va passer au-delà des départements. » Ça fait 100 ans qu'on dit ça, puis ça n'a pas bougé. Ça reste un département de sociologie, puis ça reste un département d'histoire de l'art.
À l'intérieur de ça, on joue les marges, on amène des gens interdisciplinaires. Moi, je suis passé de socio à histoire, puis je suis pas mort, mais socio reste, puis histoire reste, puis Sciences Po reste. Alors que Sciences Po, c'est quoi? C'est un chapitre de la sociologie, là. Ah, il ne va pas dire ça aux gens de Sciences Po. Ils vont dire, comment? Oui, c'est un chapitre de la sociologie, c'est la sociologie politique. Pas plus compliqué que ça. Mais ils n'acceptent pas ça parce qu'ils ont un département. Donc, si vous faites de quoi de multidisciplinaire, il faut que vous ayez l'habitus assez fort pour dire oui, il y a plus de risques, il y a plus d'obstacles, mais ça vaut la peine. Parce qu'après ça, tu as peut-être aussi plus de vision large des choses. Ce qui est assez étonnant, moi je suis assez étonnée d'entendre que c'est pas très apprécié parce que au niveau supérieur, donc au 3e cycle, c'est quelque chose qui est fortement encouragé. Moi j'étais sur les jurys de la Commission européenne sur les bourses Marie Curie qui sont des bourses de doctorat ou post-doctorat, et là il y avait un des critères, c'était la multidisciplinarité, et si le projet n'en avait pas, c'est sûr qu'il n'était pas, il recevait pas d'argent. Donc il faut évidemment, moi si j'ai des étudiants qui viennent me proposer un sujet pluridisciplinaire ou multidisciplinaire, c'est sûr que je vais les y encourager. Donc, je ne savais pas trop que les étudiants étaient confrontés à ce genre de barrières-là. Je vais enchaîner avec ce que tu viens de dire, Valérie. Oui, je pense que dans les départements, là, il y a comme une science à protéger. Puis, quand on arrive d'ailleurs, ben oui, on rencontre des murs. Mais pour répondre à l'étudiant, je pense que c'est une belle expérience. Il faut aller au-delà de ça. Il faut s'assurer peut-être d'avoir un directeur, un co-directeur de thèse, un comité qui croit dans le projet, puis de la contribution interdisciplinaire qui va faire une différence, qui va apporter une nouvelle lecture sur un sujet bien précis. La difficulté est peut-être un peu de convaincre les autres collègues sur le département, puis va falloir être stratégique aussi lors de la soutenance de la thèse, mais d'avoir un comité des évaluateurs interdisciplinaires pour être capable de bien comprendre la portée du projet. Et suite à ce que tu viens de dire, Valérie, par rapport au financement, ça c'est un autre débat, c'est un autre sujet où on est tous très cloisonnés avec des étiquettes. Si on est dans un département de la science de santé, c'est difficile d'être subventionné comme chercheur historien, et c'est la même chose à l'inverse. Moi, je suis à la Faculté des sciences de la santé. On fait beaucoup de demandes au niveau des instituts de recherche en santé du Canada qui, je vais dire, favorisent davantage là, de la recherche qui est plus médicale, la recherche en sciences humaines, tout ça, c'est toujours un peu nébuleux, comme on ne sait pas trop où ça s'en va puis à quoi ça sert. Puis il faut toujours expliquer très, très longuement comment nos études en sciences humaines et en sciences sociales peuvent contribuer à l'avancement des connaissances pour changer le système de santé et influencer les décideurs également. C'est un débat qui est très présent. Puis en sciences infirmières, je le vois avec mes collègues, il y a comme le complexe de est-ce que ma science est plus intéressante, importante que la tienne? Puis moi, ça me fait rire parce qu'en histoire, je dis, c'est pas une science qui vient d'être inventée, là. Les sciences infirmières sont beaucoup plus récentes, mais c'est comme dire, on a des doutes sur les approches et on doit négocier longuement. Alors, mieux vaut avoir un bon comité de thèse pour se lancer dans cette aventure multidisciplinaire. Je ferai un complément à ça, parce que c'est très intéressant. C'est au niveau justement de la différence entre ce que nous, on peut croire puis mettre de l'avant et les institutions. Et là, tu viens de donner l'exemple qui est exactement celui qui est typique. Tu as les instituts de recherche en santé, puis tu as le CRSH. Or, le CRSH a de la sociologie de la santé, parce que la sociologie, ça étudie tout. Ça étudie les sciences dures, les sciences molles, ça étudie les syndicats, ça étudie tout. Et là, il y a des cas précis. Par exemple, il y a un étudiant du département d'histoire chez nous qui étudiait, ça fait très longtemps, il a terminé, qui étudiait la mise au point de la carte santé. C'est de l'histoire de la santé publique au Québec. Et donc, le CRSH dit, mais ça touche les questions de la santé, va demander une bourse aux IRSC. Il est venu me voir, l'étudiant, je dis, on va faire une plainte. C'est absurde, parce que si on va en santé, c'est des médecins qui ne connaissent rien d'histoire. Donc, malgré la rhétorique, la réalité institutionnelle, c'est ce que tu viens de décrire. Fait que là, il faut se battre. Fait que là, il a fait une plainte
officielle. Ils ont révisé leur cas. On a soumis sa demande de bourse au CRSH, puis il l'a eu en plus. Mais ça, c'est le problème de la santé. Sociologie de la santé, sciences infirmières, tous les aspects sociaux de la santé. Tu as les IRSC qui disent, oui, en santé, nous, on est conscients, les médecins et les chercheurs biomédicaux, que c'est important, les sciences sociales. Mais aller chercher de l'argent au CRSH. C'est une lutte là, que tu connais très bien, Marie-Claude, qui continue. Donc, il faut être conscient de ces obstacles à cette échelle-là. Puis là, justement, quand on parle de choisir des bons comités, vois-tu, j'ai un étudiant là, qui fait une thèse en sociaux, mais que je co-dirige, mais qui est interdisciplinaire, parce qu'il étudie les aspects juridiques de la science. Comment la Cour suprême des États-Unis est influencée par des discours scientifiques dans une cause XY. En quoi la science est une vérité qu'ils doivent accepter, qui est différente de la morale des lois. Fait que là, je dis, OK, il nous faut un juriste sur ton comité. Parce que tu as la Cour suprême, tu as les amis Curie, tu as les amis, bref, c'est compliqué. Fait que, donc là, c'est exactement ça. J'en avais un autre qui avait une thèse, j'ai dit, toi, on va mettre un physicien sur ta thèse. C'était sur l'histoire de la physique, mais j'ai dit, je veux que le physicien dise, au moins quand tu parles d'histoire de la physique, tu ne dis pas des conneries sur les électrons ou n'importe quoi. Donc, on a cet équilibre-là, puis c'est là que le directeur doit trouver le bon juriste qui ne commencera pas à dire « Ah, mais là, c'est pas... » C'est une thèse de sociologie, c'est pas une thèse de sciences juridiques, là. Mais il y en a qui... Il faut les trouver, ces gens-là. On dit « Attention, fais pas chier avec tes pointillages de juristes, là. Thèse de sociologie. Dis-nous s'il y a des erreurs juridiques ou sur la Cour suprême, et si tu te trompé de définition. Bon, bien sûr, si la thèse est bien faite, c'est peu probable, mais c'est un travail beaucoup plus fort parce qu'il faut se creuser la tête pour aller chercher et leur expliquer que nous, on met ensemble des choses qu'eux sont habitués de garder séparées. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait continuer là-dessus ou même peut-être élaborer sur différents types d'obstacles ou de difficultés qu'on pourrait retrouver quand on veut faire de la multidisciplinarité. Donc, on a déjà parlé des obstacles de département, peut-être des obstacles de financement. Est-ce que vous en voyez d'autres? Moi, très certainement, au moins un, c'est le vocabulaire. Alors, je souffre énormément quand je dois faire un article qui porte à la fois sur de la sémiotique et de l'égyptologie, parce que les égyptologues ne comprennent pas le vocabulaire sémiotique et les sémioticiens, bon, ils peuvent à la limite comprendre le vocabulaire égyptologique, mais enfin, ça demande quand même aussi, bien sûr, une certaine érudition et ils n'ont pas la connaissance de ça. Alors ça a toujours été très compliqué, ça l'est encore. Je viens de publier mon premier article dans un livre d'égyptologie dans lequel il y a vraiment de la sémiotique. Et j'ai dû expliquer tous les mots, j'ai dû remettre tout le vocabulaire, j'ai tous les mots, enfin, parce qu'il y a toujours un review, ce qui est normal, il faut que ces articles soient relus. J'ai eu un cas, là, j'ai voulu publier un article sur des actes d'un colloque où j'avais parlé de sémiotique, la sémiotique du manger. Là, mon article a été refusé parce qu'on me disait que l'auteur ferait bien de revoir le vocabulaire. Bon, c'était écrit en anglais, donc j'utilisais le vocabulaire en anglais et je parlais des théories de Peirce, donc j'utilisais le vocabulaire de Peirce et il ne le connaissait pas. Et il considérait que comme je suis francophone, je parlais mal anglais alors que j'utilisais le vocabulaire technique. Donc l'article a été refusé et l'autre, celui que je viens de publier, il a été accepté, mais j'ai dû vraiment faire un lexique à la fin de l'article pour bien me faire comprendre. Donc ça, c'est une énorme souffrance. J'ai aussi j'ai participé, donc j'ai fait 2 postdocs, j'ai fait un postdoc en égyptologie et un en sémiotique. Et sur le postdoc en sémiotique, c'était un projet multidisciplinaire. Donc ça associait justement des sociologues, des linguistes, des psychologues. Et on a passé, je crois, 3 mois du projet à essayer de construire un vocabulaire commun. Et ça a été vraiment les premiers moments parce qu'on n'utilisait pas les mêmes termes. Une icône, c'est pas la même chose pour un historien de l'art, pour un sémioticien, c'est pas la même chose pour un psychologue. Donc, il a vraiment fallu définir tous les mots qu'on allait employer. Et ça, c'est le gros obstacle de la multidisciplinarité. Même quand on a envie de se mettre ensemble, il faut parler de la même chose avec les mêmes mots et ça, c'est pas toujours le cas. Oui, ça, c'est très, très intéressant parce que c'est vrai dans toutes les disciplines et c'est même vrai, contrairement à ce qu'on pourrait penser que ça se limite aux sciences sociales puis le jargon, c'est vrai en sciences de la nature parce que, par exemple, quand on parle du concept de gènes, si on dit oui, il y a des gènes, il y a des enquêtes qui ont été faites que le généticien qui utilise le mot gène, c'est pas le même contenu que le virologiste qui utilise le mot gène. Quand ces gens travaillent ensemble, ils disent « Oh, il y a un gène », ils disent « Quoi, tu parles, c'est pas un gène, ça, là. » Donc, il y a un travail d'harmonisation
qui est très difficile, puis qui s'accompagne ensuite d'un autre obstacle que tu as mentionné avec les revues, c'est qu'il y a des revues disciplinaires en général. Il y a des revues interdisciplinaires, mais il n'y en a pas énormément. Donc, en histoire, par exemple, je donne un exemple aussi qui est comparable à ce qui vient d'être dit. J'ai fait un texte récemment sur le développement de la recherche universitaire et comment les chercheurs prennent des brevets. Au début du siècle jusqu'aux années 70, pour montrer, arrêter de penser que c'est le néolibéralisme qui fait que les profs prennent des brevets. C'est complètement historique, c'est faux. On a toujours plein de profs dans les années 1900, 1930, prennent des brevets. Okay? Fait que je fais l'historique de ça au Canada. Je dis, OK, m'envoyez ça à Canadian Historical Review. C'est l'histoire des universités canadiennes, donc c'est l'histoire canadienne. Ben, les éditeurs ne font même pas évaluer le papier, là. Ils disent, oh, ça n'intéressera pas nos historiens canadiens. C'est un tabarnak. Ils disent, vous décidez ça avant d'envoyer ça aux évaluateurs. Là, ils disent, vous êtes qui, vous? Je m'en fous, je retire le papier, bye bye. Mais je dis, vous avez décidé que les historiens canadiens, là, ça ne les intéressera pas, ça, d'entendre parler de la recherche dans les universités canadiennes puis de la prise de brevets. Je dis, bye bye. J'ai envoyé une revue internationale. Mais là, j'attends la réponse. Puis là, eux l'ont envoyé à l'évaluation. Donc, il y a aussi le fait que les objets, ils vont dire, bien là, c'est-tu de la sociologie? Parce que est-ce que c'est de la sociologie qu'on fait? On a une prosopographie, une base de données avec, je ne sais pas combien de profs, mettons 150. On a des courbes avec des tableaux de brevets par discipline. Donc, tu sais, ça sent la sociologie. Mais c'est historique. C'est de 1900 à 1970. Ça n'intéressera pas les historiens canadiens. Donc, c'est un problème. Heureusement, je l'ai écrit en anglais. Donc, j'ai 40 revues. Si je l'avais écrit en français, je n'aurais pas pu l'envoyer à la Revue d'histoire d'Amérique française parce que ça parle du Canada. Ça ne parle pas du Québec. Mais il y a le Québec dedans, mais il y a l'Alberta, il y a la Colombie-Britannique. Si j'avais envoyé ça à la RAF, j'aurais dit, bien, ça porte sur le Canada, ton affaire. Parce que moi, je travaille sur l'histoire du Canada, au complet, pas uniquement le Québec. Fait que si je fais un article dans la RAF, ils n'en voudront pas. Fait que je l'envoie à CHR. Puis là, elle me dit, ça ne nous intéresse pas. Pas qu'il n'est pas bon, l'article, ils l'ont même pas évalué. Donc, j'ai dit, OK, je m'en doutais, c'est des cons. J'ai envoyé une revue internationale sur l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, il y a beaucoup d'obstacles. C'est vraiment intéressant, puis je pense que c'est peut-être rafraîchissant pour les étudiants aussi de voir que nous autres aussi, on a de la difficulté à publier, que c'est pas toujours facile, ça va pas comme on veut, puis faut recommencer. Puis comme Valérie et Yves, moi aussi j'ai eu des expériences plus difficiles, j'ai extrêmement de difficulté à écrire un article dans un format pour une revue en sciences infirmières. Comme je comprends rien comment ils organisent ça. Alors, j'envoie mes trucs comme je suis habituée de le faire, puis c'est eux qui comprennent rien. Alors ça, c'est problématique, mais l'important, c'est de bien cibler la revue où on veut envoyer un article. Puis, pour faire un lien avec ce qu'a dit Valérie sur le vocabulaire, je travaille sur une demande de subvention pour les IRSC. Je travaille avec des historiens et des infirmières et on propose un projet pour faire des trajectoires de vie et des parcours de soins psychiatriques sur un siècle et demi. Alors, on avance la pertinence du projet, on explique tout ça, puis l'évaluation arrive, puis on nous dit ils ne connaissent pas bien les concepts parce que la prise en charge psychiatrique, c'est un concept dépassé. Il faut parler maintenant de rétablissement. Alors là, je suis hyper frustrée parce que je comprends, mais eux ne comprennent pas qu'à une certaine époque, le rétablissement, ce n'était pas un concept qui existait, c'était la prise en charge. Alors, comment expliquer dans le peu d'espace qui nous est autorisé, dans la description d'un projet de recherche, d'utiliser un vocabulaire accessible pour les évaluateurs qui vont être soit en santé, soit en sciences humaines ou sociales. Il faut que tu l'envoies au CRSH, ton projet. Donc, d'après ce que je comprends, ça a l'air d'être quand même un défi de faire passer, si on veut, une étude multidisciplinaire pour différents revues ou projets. Donc, qu'est-ce que la multidisciplinarité apporte de si important à l'histoire ou aux recherches pour qu'on se donne tout ce mal-là pour faire des recherches multidisciplinaires pour finalement se retrouver à différents obstacles ou difficultés comme ça? Bien, la première chose, je dirais, c'est parce que
le discours dominant ambiant de nos dirigeants, scientifiques en chef, les organismes, parce que je riais tantôt quand tu dis oui, la bourse Marie Curie, ben oui, tu as les organisations. Ah, nous, on tripe sur la multidisciplinarité, donc on va vous donner une bourse si vous en faites. Après, ils s'en sacent bien que dans ton université, les autres s'en calissent, puis ils veulent rien savoir de ça. Eux, c'est le discours imposé de l'extérieur. Donc là, tout le monde dit, ah oui, c'est bien, il faut en faire, il faut en faire, il faut en faire, il faut bien. Puis moi, je trouve le rabat-joie qui dit, ben non, ici, tu n'as pas besoin de ça. Ah bon, OK. Ça, c'est comme mixed méthode. Hein, on a inventé, il y a 15 ans, mixed méthode. Moi, j'étais justement dans un comité européen. Puis là, je regardais les projets, puis là, genre mixed méthode. J'ai dit, what's that, mixed méthode? Je ne comprends pas. Elle dit, ah oui, tu fais du Canti puis du Cali. Je dis, ah bon? Ah, j'ai dit, moi, je suis Monsieur Jourdain, je fais du mixed méthode depuis 30 ans sans le savoir. Tu sais. Donc, j'avais pas le mot, puis là, le mot était partout mixed méthode. J'ai dit, ben moi, non, on va pas me prendre pour un idiot. On faisait la promotion des mixed méthodes. Mais on n'a pas besoin de mixed méthode partout. C'est quoi ta question? Ta question, il te faut des stats. L'autre, il te faut des trajectoires de vie, comme tu dis. Ben là, tu suis des gens, tu n'as pas de stats. Mais c'est à la mode. Fait que là, aujourd'hui, il faut dire au CRSH, oui, je suis interdisciplinaire. Sinon, puis il faut que tu aies un sociologue, puis un historien, puis un médecin, parce qu'on veut nous contrôler, la co-construction. On pourra venir sur cette question-là, qui est du délire, la co-construction. C'est gentil, la co-construction. Mais c'est une idéologie de contrôle disciplinaire par les sciences dures. Fait que toi, aux IRSC, là, je te prédis bien des choses. La co-construction, c'est que le médecin va contrôler ce que les sciences sociales font. Parce qu'on co-construit, mais c'est moi qui garde le pouvoir. On le voit avec l'intelligence artificielle, on le voit avec les informaticiens qui pensent qu'ils doivent prendre le contrôle, on voit que les sciences dures qui disent, oui, je travaille avec le sociologue, mais lui, il est là pour faire accepter les OGM. Parce que le monde sont innocents. Fait que si on les explique comme il faut, ils vont manger des carottes OGM si le sociologue est bon. Ça, c'est la co-construction. Donc, moi, le problème, c'est qu'on impose des problématiques, alors que moi, je suis pour l'autonomie disciplinaire. Tu regardes le projet, sa méthode est adéquate, oui, c'est réglé. Elle ne l'est pas, tu dis, attends un peu, là, il te manque de la psychanalyse. Si tu veux savoir si le gars il est cinglé ou non, ben là, ça te prend de la psychanalyse. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter à ça? C'est intéressant la co-construction, puis il y a tout un vocabulaire qu'on doit utiliser, maîtriser, dépendamment si on se dirige vers une subvention aux IRSC ou au CRSH. Bien maîtriser ce vocabulaire-là pour séduire finalement les évaluateurs, essayer d'avoir le bon langage pour qu'eux puissent bien comprendre le travail qu'on veut effectuer, le projet qu'on veut développer. Mais pour répondre à ta question, est-ce que bon, c'est une bonne idée d'aller vers l'interdisciplinarité ou la multidisciplinarité? Dans mon cas, c'est pas un choix. C'est comme, puisque je suis engagée dans un département à la faculté des sciences de la santé, ben c'est là que j'ai trouvé un emploi et je suis loin d'être la seule historienne qui n'a pas trouvé un emploi sur un département d'histoire. Nous sommes très nombreux et nombreuses, historiens et historiennes, finalement, à travailler dans différents départements, en criminologie, en activité physique, en études des femmes. On se retrouve un peu partout, mais on est toujours un peu, dans certains cas, dans la marge parce que notre approche, on la connaît, on la comprend bien, mais on doit la vendre à nos collègues, puis on doit surtout la vendre à nos étudiants parce qu'on a l'obligation de recruter des étudiants. Notre dossier est évalué en fonction des étudiants qu'on dirige à la maîtrise et au doctorat. Mais je ne fais pas de secret en disant qu'en sciences infirmières, je ne recrute pas beaucoup d'étudiants parce qu'ils ne me comprennent pas, puis peut-être que je ne les comprends pas non plus. Alors, il y a du travail à faire, c'est pas impossible, ça arrive, ça donne des beaux résultats aussi, mais c'est compliqué. Pour les étudiants, moi, j'ai une solution simple, OK? C'est de juste faire son projet, pas dire c'est interdisciplinaire, on s'en fout. Par exemple, moi, quand j'ai étudié, je ne me suis jamais dit « Ah, je suis interdisciplinaire ». Je dis « Ben non, j'ai dit, j'étudie l'histoire de la physique ». Je dis « OK, il y a un problème conceptuel. Là, il faut que je lise Thomas Kuhn, il faut que je lise la philosophie des sciences, parce que j'ai un problème là, pour savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'un concept en physique, etc. » Puis là, après, ben, j'ai des archives, j'ai des trajectoires, j'ai une prosopographie. J'ai OK, ben là, je ne me suis pas dit, ah, je fais l'interdisciplinarité. C'est M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Donc, si votre projet est bien fait, vous dites, c'est ça mon projet. Donc, je cite, mettons, Bourdieu parce que je n'ai besoin. Mais je ne dis pas que je suis interdisciplinaire parce que j'ai mis Marc Bloch puis Bourdieu. On s'en fout. Tu mets Marc Bloch,
tu mets Max Weber. Puis si quelqu'un dit « Ah, c'est interdisciplinaire parce que Marc Bloch est historien puis Weber est sociologue », bien, tant mieux pour vous, mon cher monsieur, mais moi, je m'en fous. Donc, faites votre travail sans dire c'est interdisciplinaire. Ça, c'est du jouer de violon pour les institutions. C'est pas ça qui dit que c'est qualité. La qualité, c'est ta question est bien posée, ta problématique est claire, puis tes sources sont bonnes, puis tu as les bons auteurs. Par exemple, je disais de quoi récemment, je ne sais plus sur quoi, je dis, ben oui, ah oui, j'ai mon étudiant, il parlait de domination, ben je dis, là, tu vas être obligé de lire la domination de Max Weber, parce que le pouvoir, c'est pas la même chose que la domination. Mais quand on est historien, on parle de pouvoir, Foucault, le pouvoir, je dis, mais ça, c'est mou, là, c'est une phrase de pouvoir. Les gauchistes utilisent le mot sans le définir, mais si on est sérieux, le pouvoir, c'est pas la même chose que la domination chez Max Weber. C'est un concept sociologique. Fait que je dis, va lire ça, distingue les deux, mets ça dans ton intro. Fait que lui, il fait là de la sociologie parce qu'il y a un concept qui est sociologique. Et donc, il faut lire Weber. Valérie, je ne sais pas si vous vouliez ajouter à ça. Non, j'étais un peu partie dans mes pensées pour savoir si finalement la multidisciplinarité, c'était quelque chose qui était souhaitable ou non. Bon, alors effectivement, d'abord, on est cloisonné dès l'université, dès notre parcours universitaire, puisqu'on est obligé de se spécialiser dans une discipline et après, on peut peut-être souvent être autodidacte dans d'autres disciplines ou faire un autre diplôme pour avoir une casquette de multidisciplinarité. Maintenant, si votre truc, c'est de faire la philologie, par exemple, de traduire des textes en latin, peut-être a priori, vous n'aurez peut-être pas besoin d'avoir cette multidisciplinarité, même si je pense que de nos jours, ça serait quand même souhaitable de ne pas juste faire de la grammaire latine et un petit peu aller voir un peu dans quel monument s'insère ces textes, etc. Donc, de faire un peu de l'histoire de l'art et de l'archéologie aussi. Mais je me souviens au début de mon parcours universitaire, moi, il était évident que de faire de l'égyptologie, c'était un petit peu aborder tout, là. C'était à la fois aborder l'histoire de l'art, l'archéologie, la langue, etc. Et dans mon université, c'était cloisonné. Mais par contre, on avait la possibilité de faire les deux. Donc, je me suis lancée, donc on avait déjà, c'était un petit peu décloisonné parce qu'à l'université de Bruxelles où j'ai fait mon parcours, il y avait le département d'histoire de l'art et archéologie, donc ça regroupait déjà 2 disciplines, et il y avait un autre département de philologie et histoire. Donc dans l'un, on apprenait l'archéologie et tout ce qui est art, et dans l'autre, on apprenait les langues et tout ce qui est histoire. Donc moi, j'ai fait les deux, et puis évidemment, comment est-ce qu'on dit ça? Je me dispersais. Et c'est ce qui m'a été dit. On m'a dit, ouais, mais à force d'essayer de tout apprendre, tu vas rien apprendre. Tu vas te spécialiser dans rien. Et tu connaîtras rien sur le bout des doigts parce que tu fais trop de choses en même temps. Donc, ça, c'est un autre problème de la multidisciplinarité. Si on veut l'apprendre dès le départ, dès le parcours universitaire, c'est de se dire, oui, on n'a que 24 heures dans une journée, hein, même si on prend déjà sur nos heures de sommeil, et c'est clair que si on prend la casquette multidisciplinaire, c'est sûr qu'on ne va pas être comme quelqu'un qui aura consacré toute sa vie au You à Sertoric en grammaire égyptienne. Ça, c'est sûr que on n'aura pas ces connaissances-là, mais on en aura d'autres, et puis on pourra faire des ponts. Donc, ce sont des choix, hein, même au niveau, pour les étudiants, même à leur niveau. Là, je ne sais pas si vous pouvez faire des études en parallèle. C'est difficile. Hein. Moi, j'ai fait deux bacs en parallèle avec tous les examens qu'elle a avec. Même s'il y avait quelques cours qui se recoupaient, quand même, c'est difficile de vouloir être multidisciplinaire. Mais je ne me voyais pas faire de l'égyptologie sans faire de l'art, qui était ce que je voulais faire, et sans faire de la langue, parce que toutes nos œuvres d'art, il n'y a que de la langue et de l'écriture, donc comment on fait là? Si on doit aller cloisonner, on doit chaque fois aller trouver les collègues, alors du coup on est obligé de faire des projets de recherche multidisciplinaires si on n'a pas ces compétences-là, mais je pense, oui, l'égyptologie, et tout, effectivement, tous les... Pas juste l'Égypte, enfin je veux dire toutes les périodes de l'histoire requièrent, à mon avis, au moins un minimum de multidisciplinarité. Puis justement, au niveau de l'apprentissage multidisciplinaire, il y a 2 niveaux. Il y a la sanction du diplôme. Donc, comme tu dis, bon, je fais 2 bacs, etc. Mais après aussi, il faut accepter la vie qu'on peut avoir des connaissances sans diplôme. Là. Cette idée qu'il faut un diplôme en sociologie. Non, lis Max Weber, tu es capable de comprendre. Si ça fait une maîtrise, puis il vient un temps où les diplômes, ça fait. Tu dis, ben oui, regarde, tu lis ça, là, puis tu te creuses la tête, tu n'auras pas un diplôme. On va dire, regardez, là, Socio 104, Max Weber 2. S'en fout. C'est que si tu as besoin de ça, là, tu cites Weber, puis tu l'as bien compris, mais tu n'as pas de diplôme. Moi, il y a plein de domaines dans lesquels j'interviens et je publie dans les revues reconnues,
j'ai pas de diplôme. Mais ils disent, ben, ce qu'il dit, c'est correct. Autrement dit, le test, c'est la contribution. OK? C'est pas le diplôme. Là, il faut un diplôme, mais après un niveau de diplôme, tu ne feras pas 2 doctorats. Il y en a qui font des doctorats, c'est correct, mais pas utile. Il y a des bibliothèques, tu prends ça, puis tu t'en sers, puis tu dis, hey, j'ai peut-être une idée originale, on ne te demandera pas où était ton diplôme d'histoire du 17e siècle ou un diplôme sur Galilée, là. On va te demander si ouais, c'est plausible, puis la revue va l'accepter. Dans une revue de philo, sans que tu aies de diplôme. Moi, j'ai aucun diplôme en philo. Mais les Français vont dire, ah, Gingras, c'est un philosophe des sciences. Je dis, bon, vous pouvez m'appeler de même si vous voulez, là. Ça m'est égal, mais parce que moi, je ne m'intéresse pas aux mots. Philosophe des sciences, historien des sciences. Je dis, voici ce que je fais, mettez un mot là-dessus. Ça fait votre affaire, c'est correct. Moi, je m'en fous. Mais Yves, tu as une des étiquettes, pardon. Juste la petite remarque. Vas-y. Des étiquettes, ouais. C'est ça, exactement, c'est les étiquettes. Oui, mais tu as quand même une expérience, Yves, là, puis je pense que pour commencer dans la vie, dans un domaine comme l'histoire, le fait d'avoir un diplôme, ben, ça donne quand même de la confiance, ça donne une base, puis ça permet d'évoluer dépendamment de dans quel secteur, dans quel champ d'études on veut se diriger. Mais c'est sûr, quand on travaille comme professionnel, comme chercheur professionnel, ben là, dépendamment, ben, si on travaille au musée ou si on travaille pour le gouvernement, mais on va développer des compétences, des attitudes qui sont, des approches qui sont différentes que si on est chercheur à l'université dans un département qui nous oblige à une certaine ouverture vers d'autres approches, d'autres disciplines. Alors, oui, c'est ça, mais le fait d'avoir du moins, Valérie a plusieurs diplômes, mais d'avoir au moins un premier diplôme pour dire, ben oui, moi, je suis historienne, puis à partir de ça, je me construis comme historienne avec cette possibilité ou cette facilité d'aller vers les autres disciplines qui me nourrit dans mes réflexions, dans mes recherches. Oui, c'est implicite, au fond, je n'ai peut-être pas été clair, mais je veux dire après le diplôme. Quand on a eu le diplôme, parce qu'il faut un diplôme comme nous, chez les historiens, tu as ton diplôme en histoire, mais ce que je veux dire, c'est que pour te sentir à l'aise, si tu as besoin de sociaux, ben, tant mieux si tu suis un cours. Mais ce qui est essentiel, c'est que tu t'en serves correctement. Si tu n'as pas pu suivre le cours sur Weber, t'empêche pas de dire Weber, là. Mais il faut un diplôme, c'est clair. Moi, j'en ai un diplôme aussi. Un diplôme en physique, un diplôme en socio-politique des sciences, qui est une patente interdisciplinaire, mais qui m'a permis d'appliquer sur des postes en sociaux, et à l'époque, et sur des postes en histoire. Donc, si tu le couvres bien, par exemple, comme toi, tu peux dire, ben, gars, tu finis dans un département d'histoire de l'art, mais tu aurais pu être dans un département d'histoire. Donc, ça, c'est la contingence, parce que plus la formation est large, plus en même temps qu'elle te donne une certaine flexibilité. Et après, on s'adapte, comme tu dis, une fois que tu as un emploi dans un musée, tu dis, ben, j'ai pas suivi de cours de muséologie, là, mais bon, on a appris à apprendre aussi, il ne faut pas oublier ça. Alors, je vais passer tout de suite à la première question qu'on a, qui nous vient de Mélissa Benjamin. Donc, elle vous demande, que pensez-vous de l'idée d'enseigner l'analyse filmique en cours d'histoire afin de mieux comprendre, en tant qu'historien ou historienne, ce monde de transmission de l'histoire au grand public, malheureusement plus efficace que les cours d'histoire pour la culture populaire, et en être ainsi plus conscient et critique? En histoire de l'art, nous, on essaye, en tout cas, bon. Mais on peut pas non plus, bon, idéalement, il faudrait engager encore un professeur justement qui soit spécialisé là-dedans et qui puisse en parler. Moi, je me sens pas super à l'aise d'en parler parce que c'est pas ma spécialisation. Donc, encore une fois, on est un petit peu cloisonné, mais on peut pas non plus être spécialiste de tout. Moi, je le fais un tout petit peu dans mes cours de sémiotique de l'art, en tout cas par rapport à l'analyse filmique, mais bon, si on n'a pas les spécialistes, je pense que si on avait les spécialistes au département, on pourrait très bien ouvrir un cours. D'ailleurs, c'est peut-être prévu d'ailleurs dans le programme de cours. On n'a pas toujours les professeurs ou les chargés de cours pour faire ces choses-là, mais si vous avez des demandes, pourquoi pas les soumettre aussi au département, hein, s'il y a de l'intérêt. Moi, je suis entièrement d'accord. C'est toujours un problème de limite. Encore une fois, on ne peut pas offrir Il n'y a pas un département qui offre des cours dans tous les domaines, mais par exemple, on a des places, on a des cours optionnels. Je ne sais pas, par exemple, au département, à l'UQAM, il y a un département de communication. Il y a des gens experts sur les films. Fait que là, tu prends un cours là. C'est comme nous, à l'époque, par exemple, il y avait Régine Robin, qui était professeure de sociologie en même temps que j'y étais, mais elle donnait quand même en histoire le cours Histoire et littérature.
hein, et analyse de, je ne sais plus trop le titre, mais c'était donc une approche, elle, qui est une écrivaine, était aussi historienne, mais est en sociaux. Moi, j'ai continué en sociaux à donner le cours pendant un certain temps, sociologie des sciences, parce que il n'y avait pas de sociologue des sciences, c'est moi le sociologue des sciences, mais j'étais au département d'histoire. Il faut collaborer aussi. Un département ne peut pas offrir tout, mais il doit être assez flexible pour dire, OK, ton cours ici, on va te le reconnaître parce que toi, étant donné ta thèse, va au département de communication suivre un cours de X, Y, Z. Je pense que c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Comme deuxième question, on a Serge Laforce qui vous demande « Je suis ingénieur civil en hydrologie et hydraulique. Je suis inscrit à la maîtrise en sciences de l'environnement et je suis présentement un cours d'histoire, le HIS 7013, car je souhaite étudier une inondation datant de 1924. Je me posais la question sur le vocabulaire à adopter en lien avec les différentes disciplines impliquées. » Je pense qu'en un sens, c'est relativement simple. C'est qu'il y a de l'hydrologie. Donc, si tu analyses cette inondation et qu'il y a un aspect technique que, je ne sais pas, moi, la digue a sauté, j'ai aucune idée c'est quoi cette inondation-là, mais il y a peut-être une partie de l'explication qui va venir de l'hydrologie. Exactement comme mon étudiant qui a fait sa thèse sur la construction du tokamak à Varennes, bien, il y avait des aspects de physique. Il y avait des aspects sociaux au sens large. Le gouvernement veut mettre de l'argent dans un tokamak. Pourquoi l'idéologie de la fusion nucléaire? Mais il y a l'aspect technique. Donc, si toi, tu fais une histoire qui a des aspects sociaux, mais qui a des aspects techniques, bien là, il y a des concepts. Et s'ils sont explicatifs, il faut intervenir le concept uniquement s'il est utile à l'explication. S'il n'est pas utile à l'explication, mais là, ça ne nous regarde pas. Mais ta connaissance, justement, comme ingénieur, te permet de dire, attention, souvent, il y a des variables que l'historien prend pour acquis, alors qu'il faut la regarder techniquement, cette variable-là, qui joue un rôle. Tu sais, par exemple, il y a un très beau travail d'Eda Kranakis, qui est une historienne de l'Université d'Ottawa, qui a étudié, par exemple, le pont de Québec qui est tombé. Donc, souvent, quand on parle du pont de Québec qui tombe, on regarde l'aspect plutôt politique, ce que les gens en ont pensé, les représentations sociales qui sont à la mode. Et elle regarde l'aspect technique. Le pont est tombé, il y a quelqu'un qui a mal vissé sa botte quelque part, là, j'imagine. Tu sais. Donc, et c'est-tu le métal? C'est qui l'ingénieur? Fait que là, ça suppose une connaissance de la résistance des matériaux. Tu vois, tu n'as pas le choix si tu veux étudier pourquoi il est tombé. Ça ne dépend pas juste de Duplessis ou d'autres. C'est en 1907, donc c'est pas Duplessis, mais c'est une blague. Bon, ben Serge nous dit merci. Donc, pour conclure, je pense que Marie-Pierre avait également une question. Oui, en fait, j'avais une question parce qu'on l'a effleuré, mais on n'est pas revenu sur le sujet. Vous avez parlé, entre autres, M. Gingras, des revues anglophones qui étaient plus diversifiées et plus d'options pour pouvoir publier sur la multidisciplinarité. Et je me demande, est-ce que c'est le monde francophone en tant que tel qui est en retard sur ce concept-là, ou c'est en fait, c'est juste parce que les anglophones en tant que tels ont exploité le concept plus amplement. Donc, ça s'adresse à vous trois, en fait. Est-ce que vous sentez le besoin de publier en anglais pour vous inscrire dans cette multidisciplinarité ou interdisciplinarité, appelez-la comme vous voulez, mais est-ce que vous avez besoin d'employer l'anglais pour le faire? OK. Là, il y a une question à plusieurs niveaux, puis je n'aurai pas le temps de développer en détail tous les aspects, mais c'est très intéressant. J'ai travaillé beaucoup ces questions-là. Mais en gros, simplifions, il y a une question aussi, ça dépend des sous-domaines. Il y a des domaines, par exemple, dans mon domaine, la sociologie des sciences, c'est un domaine essentiellement anglo-saxon. Si demain, j'écris un article de sociologie des sciences en français, je ne vois pas qu'il n'y a pas une esti de revue qui va le prendre. C'est ça, ceux-là que je les connais. D'ailleurs, je suis dans la revue française de sociologie, puis on a fait une fois un numéro sur l'internationalisation des sciences parce qu'on a dit, on fait un numéro thématique qu'on a pris en charge. Sinon, les sociologues parlent de la sociologie de l'immigration, des pauvres, etc., des infirmes. Mais les sciences, ça ne les intéresse pas. Donc, il y a des domaines où tu n'as pas le choix. D'autres, où c'est plus développé, l'histoire médiévale, bien là, c'est toute la tradition française, l'école des annales. Il y a un marché en français. Donc, ça dépend vraiment des sous-domaines. Et il y a des domaines, effectivement, où tu as 10 revues en anglais, tu en as une en français. Puis si ça donne qu'elle est française, bien là, c'est encore pire parce que les autres sont hyper cloîtrés. La section 12 du CNRS, c'est pas la section 14. Puis là, essayer d'être dans 2 sections, là, c'est pas trop bien vu. J'ai été sur ces comités-là, je les connais. Donc, les Français sont encore moins interdisciplinaires que n'importe qui. Mais là, je pourrais vous le démontrer en détail, mais faites-moi confiance.
aux États-Unis et en Angleterre, parce que les créations départementales sont plus faciles, on crée, comme à Toronto, un institut pour History and Philosophy of Science and Technology, où je suis prof affilié aussi. C'est facile. En France, on a de la misère à créer une section qui va mélanger ça. C'est hyper compliqué parce que les sections dépendent du ministère. C'est un bordel. Donc, l'interdisciplinarité est encore plus difficile en français qu'en anglais. En anglais, il y a des programmes STS partout dans le monde. En Angleterre, aux États-Unis, il n'y en a pas en France. Ou très peu. Il y en a un peu, mais je simplifie là, un peu. Okay? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est assez compliqué. Et on a créé une revue, la revue d'anthropologie des connaissances, justement des gangs comme nous, puis elle a dit, ben là, il y a juste des affaires en anglais. Fait qu'ils en ont créé une. Mais tu as moins de diversité. Quand mon article sur les brevets ne les intéressait pas, j'avais plus gros d'endroits. Alors, j'avais 15 revues en anglais. Higher Education, Minerva, il y en avait plein. Studies in Higher Education. Par exemple, le domaine d'histoire des universités ou d'histoire et sociologie des universités existe à peu près pas en français, puis il est énorme dans le monde anglo-saxon. Énorme. Merci Valérie. Je ne sais pas si vous vouliez continuer là-dessus. Je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, si on n'écrit pas en anglais de manière générale, on n'est pas lu. Donc, en tout cas, ça n'a peut-être rien à voir avec les revues spécialisées, mais on se rend de plus en plus compte que quand on écrit en français, c'est pas beaucoup lu. Alors, il y a beaucoup de discussions avec les collègues américains enfin, bon, c'est devenu la langue commune, l'anglais. Donc, pour se faire lire, il faut l'apprendre, mais enfin, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, enfin, moi, quand j'ai commencé mon cursus en égyptologie, on nous obligeait à prendre de l'allemand et de l'anglais si on le connaissait pas. Donc, on les avait à l'université. Et puis, quand moi, je suis allée donner cours à l'université de Toronto, on m'a dit « Ah, mais comment ça, vous leur donnez de la bibliographie en français, en allemand, vous n'avez pas le droit de faire ça ». Alors, j'étais sidérée, je n'ai pas le droit de faire ça. Mais c'est un autre débat, hein, mais quand même, de manière générale, oui, je pense qu'aujourd'hui, en égyptologie, si on écrit en allemand ou en français, on est beaucoup moins lu. On va être lu dans notre domaine. D'ailleurs, je vois très bien les questions sur lesquelles je travaille. Donc, je travaille sur la reine qui a succédé à Akhenaton, et on voit bien qu'il y a deux tendances, il y a deux écoles en quelque sorte, et c'est l'école francophone et l'école anglophone, parce que les Français disent que le français, les Anglais disent que l'anglais. Donc ça, mais c'est un autre problème, mais qui fait un petit peu partie aussi de la pluridisciplinarité. Je me permettrai un petit complément, parce que sur ça, j'ai une position que je me permets de diffuser. C'est que si les chercheurs québécois peuvent profiter d'un avantage, c'est celui-là. C'est que moi, je suis autant dans les réseaux américains qui sont illettrés en français et qui découvrent 15 ans plus tard Derrida, 15 ans plus tard Bourdieu, 15 ans plus tard Foucault, puis les Français qui découvrent 10 ans plus tard Andrew Abbott, qui est un sociologue qui est là depuis 25 ans, puis là, les Français, Andrew Abbott, on a lu ça fait longtemps. Thomas Kuhn, ils ont traduit ça 10 ans plus tard. Karl Popper a été traduit en 70 en français. Et écoutez, vous faites des débats sur Karl Popper, ça marche pas, on a fait ces débats-là il y a 10 ans au Québec. Donc, on a aussi une capacité de jouer sur les deux en fonction de l'objet. Par exemple, quand je travaille sur Marie-Victorin, j'écris pas ça en anglais. C'est encore lisse, les Américains de Marie-Victorin. Quand je travaille sur Einstein et sur Galilée, j'écris en anglais. OK? Parce que là, l'objet Galilée, ben là, j'ai 10 fois plus de lecteurs. Mais l'objet Marie-Victorin, pour moi, est important pour comprendre l'histoire du Québec. Et au contraire, a beau mentir qui vient de loin, j'ai déjà vu un professeur que je nommerai pas par charité chrétienne, qui a écrit un texte sur l'histoire du Québec dans une revue anglo-saxonne, un tissu de conneries. Mais les autres, ils ont dit « Ah, very interesting ». Ils l'ont publié dans une très bonne revue. J'ai écrit au rédacteur de la revue, j'ai écouté, vous avez publié un torchon, c'est pas grave. Par contre, vous allez publier ma réponse. Ben oui. Parce qu'on a publié une connerie. J'ai démoli l'article. Donc, il faut faire attention, hein, à beau mentir qui vient de loin. J'ai vu plus tu publies à l'étranger des affaires sur le Québec, tu peux inventer un premier ministre qui n'a pas existé, ils s'en apercevront pas. Là. Donc, il faut cet équilibre de dire quelle est mon audience. C'est sûr que je travaille sur Galilée, mon audience, il y a 10 Français, puis il y a 1000 Américains. Plus des Allemands, plus des autres. Je travaille sur Marie-Victorin, mon audience, c'est l'histoire intellectuelle du Québec. Donc, il faut, quand vous écrivez un article, il faut que vous dites à qui je parle. Parce que si vous écrivez l'article avant, c'est fait, parce que cet article-là, il n'est pas écrit pour Social Studies of Science, il est écrit pour recherche sociographique. Quand je travaillais sur le tokamak, j'ai fait un texte pour le Québec dans recherche
sociographique où j'ai fait une problématique spécifique sur la concaténation des décisions gouvernementales. Puis en anglais, parce que les Américains s'étaient au constructivisme, j'ai appelé ça « Constructing a Tokamak ». Ah, ils ont dit « La constructivisme, c'est bon ». Fait que là, ils l'ont... Tu vois, donc, il faut que vous ayez votre audience en tête en écrivant le texte, parce que ça va donner un autre texte. Puis les mêmes données, souvent, peuvent donner 3 problématiques. Donc, cela a une audience, un milieu. C'est ça qui détermine la langue en partie aussi. Ah, je ne sais pas si vous moi, je veux absolument intervenir parce que c'est quand même le mois de la francophonie, puis j'ai une chaire de recherche sur la francophonie canadienne en santé. C'est important de publier en français, il faut continuer d'exister. Puis c'est sûr, si on parle des minorités francophones au Canada, peut-être que le public cible, bon, mais c'est pas les gens nécessairement aux États-Unis. Alors, c'est peut-être pas grave qu'on ne publie pas dans certaines revues américaines parce que c'est pas le public cible. Alors, comme dit Yves, mais il faut savoir où envoyer nos textes, qui va être intéressé de les lire. Puis si tu te souviens, en 2016, Yves, tu étais venu à Ottawa pour prononcer la conférence de la Journée internationale de la francophonie, puis tu nous avais apporté des statistiques très importantes sur l'évaluation des textes, parce qu'on est toujours évalué, là, nos dossiers de profs, puis dire, bon, mais qu'est-ce que ça veut dire publier en français? On est moins lu, mais à quelque part, il y a des sujets, c'est incontournable, il faut publier en français pour que les sujets continuent d'exister et qu'on on les découvre également. Oui, c'est clair. Bien, merci beaucoup pour la discussion. C'était vraiment très enrichissant. Donc, je pense parler pour tout le monde pour dire qu'on a probablement beaucoup appris de choses sur la multidisciplinarité aujourd'hui, sur les obstacles qui peuvent être attachés à ça. Puis, bon, ça fait en effet du bien des fois pour les étudiants de voir qu'on n'est pas les seuls à avoir des difficultés au niveau de la publication ou de la reconnaissance, si on veut, de la recherche. Donc, je vous remercie vraiment de votre participation puis de vous être prêté au jeu sur la discussion. Donc,